Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'éloigne un petit peu du sujet principal de la chaîne pour parler d'organisation. La rentrée, officiellement, c'est vendredi 1er septembre. Et ça fait quelques semaines que je vois passer une effervescence d'articles, de vidéos, de photos Instagram sur l'organisation pour la rentrée, notamment du bullet journal. Et j'ai pas mal de connaissances profs qui ont publié aussi sur internet leur propre cahier de bord, leur journal de bord, leur journal de classe. Et donc j'avais envie d'ajouter ma pierre à l'édifice. Et comme vous m'avez répondu très favorablement sur Twitter si ça vous intéressait, et ben donc du coup je m'exécute et je fais la vidéo aujourd'hui. L'année passée j'avais opté pour le cahier Erasme, enfin le journal de bord de l'enseignant publié aux éditions Erasme avec les spirales comme vous voyez ici. Ouh, voilà. C'est des très gros anneaux et en fait au fil de l'année j'avais acheté un plus petit cahier avec des plus petits anneaux, avec 12 anneaux. Le nombre est important, vous allez comprendre après. Et j'avais complété les différents éléments qui me manquaient principalement à la main puisque avec ce cahier nous avons des feuilles qui sont déjà fournies, voilà, avec des choses à pré-remplir, tout est déjà proposé en fait. Donc j'avais beaucoup aimé ce système, je trouve qu'il est très pratique. Cependant, je ne suis jamais assez contente et donc cette année-ci, j'ai voulu le faire selon mes besoins. En fait, j'ai voulu le modifier un petit peu et l'adapter à ma sauce avec mes polices, etc. Bon, vous comprenez. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé mon propre cahier, que voici, mon propre journal de bord, qui est toujours en format A4, dont je vais vous détailler le contenu un petit peu plus tard. Mais pour pouvoir faire ce journal de bord, j'ai été obligée d'acheter une perforatrice que j'ai achetée donc l'an dernier, qui a été créée par la marque Staples, qui est une marque française, je pense, et qui donc est disponible uniquement en France. Et ici par contre, la perforatrice ne permet que 11 trous. Ce qui correspond exactement au format du cahier Atoma vendu en Belgique. Donc au final ça m'arrange et ça ne m'arrange pas trop. Vu les prix des cahiers Atoma, enfin, voilà bref. Mais en tout cas, si je veux rajouter des feuilles, ben, je sais que c'est possible. Et le gros avantage, c'est qu'avec la perforatrice, je peux imprimer des feuilles depuis mon imprimante directement et puis les perforer et les insérer là-dedans. Donc toutes les feuilles que vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo sont des feuilles que j'ai imprimées normalement et puis que j'ai perforées avec la perforatrice pour pouvoir les insérer là-dedans. Et voilà, on est parti. Donc avant de commencer, sachez que j'ai choisi le format A4 pour ce carnet. C'est beaucoup plus pratique pour moi. C'est la forme, c'est la taille parfaite pour rentrer dans mon sac. Et je trouve comme ça que je peux plus facilement y glisser des notes, etc. La couverture, les intercalaires, tout a été fait en maison en fait. Je n'ai pas acheté les intercalaires ni la couverture en magasin. Donc pour ce faire, nous avons acheté des grandes feuilles A2 en fait qu'on a recoupées, puisque au niveau des intercalaires, je souhaitais avoir des dimensions qui soient un peu plus grandes que des A4 comme vous voyez, pour que ça dépasse et pour pouvoir facilement retrouver les différentes parties. Donc la page de garde, évidemment, on retrouve journal de bord avec l'année en cours et mon nom qui se trouve juste en dessous. Et puis on commence avec les informations générales, mon nom, mon prénom, adresse de contact, l'école dans laquelle je travaille avec son adresse, les matières que j'enseigne et les classes que j'ai. Ensuite j'ai prévu de la place pour pouvoir inscrire mon horaire. Normalement il est définitif dès le début de l'année, mais on ne sait jamais qu'il y ait quelques petits changements. Et donc là je ne l'ai pas encore, je l'aurai le 1er septembre. Et puis ici dans les informations diverses, j'ai indiqué les différentes classes que j'ai, les cours que je donne, le titulaire de chaque classe, le co-titulaire de chaque classe, le nombre d'élèves que j'ai par cours, ce qui peut être intéressant lors des photocopies, et puis les coordonnées des collègues qui vont s'ajouter au fil de l'année si jamais j'ai besoin d'ajouter quelques informations ou un numéro de téléphone par-ci par-là. Alors mon cahier est divisé en 4 grandes parties, dont la première c'est absence et cote. Et donc dans cette partie, vous retrouvez en fait mes listes d'élèves sous la forme d'un tableau comme ceci sur une feuille A4, avec à chaque fois
les numéros d'ordre, les noms, les prénoms. Et puis ici, je vais indiquer les dates que j'ai, où je les vois en fait tout au long de la semaine. Et puis quand ils sont absents, j'écris un petit A. Quand il y a une cote à écrire, j'écris le nom du test, la cote, soit sur 10, sur 20, sur 40, je sais pas. Et puis j'écris leur code dessus. Voilà. Et donc j'ai prévu de faire ça pour toutes mes classes. Hop. Mais là, pour l'instant, j'ai pas encore imprimé toutes mes listes d'élèves. Donc voilà. Ensuite, on retrouve la deuxième partie qui est planning et journal, qui est la partie la plus conséquente du cahier. Avec, pour commencer, un calendrier annuel que j'ai choisi de mettre sous à nouveau un format A4. Avec à chaque fois en rose, donc en gris les week-ends et en rose les congés. Voilà, les semaines de congés, ça me permet d'avoir une vue globale sur l'année et de savoir quels sont les congés qui vont nous tomber dessus avec les heures de cours qu'on pourrait éventuellement perdre. Et ça me permet aussi de planifier plus facilement pour savoir combien de semaines j'ai entre chaque congé afin de réaliser mes séquences de cours. Ensuite, j'ai le calendrier mensuel qui va commencer. Ici, c'est le mois de septembre avec les différentes échéances et les différents éléments que je dois mettre ou auxquels je dois penser pendant le mois. Et puis, on y va avec le calendrier de la semaine. Et donc, vous voyez que j'ai choisi de le mettre sur une double page A4. C'est beaucoup plus pratique. L'année passée, j'avais une feuille A3 qui se repliait en deux. Je trouve que c'est beaucoup plus simple finalement d'avoir tout sur une double page, mais recto verso, enfin plutôt verso et recto. Et donc vous avez la semaine et vous avez toutes les classes. Évidemment, si vous avez 24 classes, ça va être compliqué à gérer au niveau de cette organisation. Mais je pense que vous pouvez quand même vous en sortir avec ce type d'organisation sans mettre les classes, mais plutôt les heures de cours, la première heure, la deuxième heure, etc. et mettre les classes dans chaque case. Ce qui sera, à mon avis, beaucoup plus simple pour vous. La partie supérieure de la case est destinée à la matière qui a été vue et la partie inférieure est destinée au test qui a été prévu, à la prépa, aux devoirs, etc. Et donc, ce qui est dans ce journal de classe-ci, là-dedans, dans chaque case, c'est ce que les élèves sont censés avoir dans le leur. C'est important parce que je vais revenir par la suite à cette notion de vérification des journaux de classe. Donc une partie notes si jamais j'ai des choses à écrire en particulier et une partie anniversaire parce que ça me fait toujours plaisir de souhaiter les anniversaires des collègues ou des élèves. Donc voilà, pour le mois de septembre c'est toujours pareil. Quand il y a une fête, un congé, je l'indique directement. Ça m'évite de me dire ah oui c'est vrai j'avais oublié qu'il y avait un congé. Donc je l'indique directement dans le journal quand je l'imprime, que je le perfore. Et puis nous arrivons après le mois de septembre à la planification sur l'année 2017-2018. J'ai piqué l'idée à une autre prof qui fait partie du groupe Facebook d'organisation dans lequel je suis. D'ailleurs merci beaucoup et je te fais des bisous si tu passes par là. Donc du coup j'ai choisi le même système qu'elle a présenté, c'est-à-dire la matière avec à chaque fois une planification sur l'année et des petits post-it avec la matière, la séquence à voir ou vue. A priori c'est simple, c'est censé être représentatif de l'année qui va s'écouler maintenant. Mais si jamais à un moment donné il y a quelque chose qui plante, si j'ai pris plus de temps que pour une séquence que pour l'autre, il y a encore la possibilité de changer bien évidemment puisque les post-it se décollent et se repositionnent là où on a envie de les positionner. Donc même si j'ai envie d'en remettre de nouveau, ça ne me pose pas de problème. Donc je trouve que ce système est hyper pratique et je crois que je vais le garder pour l'an prochain parce que ça me permet d'avoir finalement mon année sur une page A4 pour mes 3 cours. Et je trouve que la vue d'ensemble est assez satisfaisante. Ensuite, au-delà du planning annuel, il faut un planning mensuel ou en tout cas un planning par période de cours. Et donc du coup, vous voyez, j'ai mis à chaque fois la première période de septembre à Toussaint. Ici, c'est un cours à 4 heures semaine, donc j'ai en théorie 32 périodes, mais je peux perdre des périodes de cours suite à des particularités comme le congé du 27 septembre ou des sorties scolaires. Donc ça c'est pratique quand on le sait à l'avance, c'est pas toujours le cas, mais ça nous permet de mieux nous organiser semaine par semaine quand c'est nécessaire. Donc voilà, chaque fois ça c'est des cours à 2 heures, des cours à 2 heures aussi. Mon petit patron pour écrire droit parce que je n'ai pas de ligne. Et voilà. Et nous arrivons à la troisième partie du carnet qui est la partie titulariat. Alors, chez nous, quand on est titulaire, on organise pas mal d'activités avec sa classe. Il y a toujours un tas de documents à gérer quand on est titulaire. Donc du coup, je pense qu'une partie de titulariat dans le journal de classe ne peut pas faire de tort. Ici, pour avoir
une vue sur leur horaire de la classe, si jamais je dois les voir, si jamais j'aimerais bien les interpeller quelque part et qu'ils sont en cours, je sais où ils sont et je sais dans quel local ils se trouvent, avec quel professeur. Ensuite, j'ai prévu un tableau des charges avec les charges classiques habituelles, mais si jamais en début d'année ils envoient d'autres ou alors qu'il faut en remplacer certaines parce qu'ils les trouvent inutiles, c'est toujours à discuter. Et j'ai choisi cette année de faire des charges mensuelles parce que quand on fait des charges par semaine, je trouve qu'on s'y perd énormément parce qu'on ne sait pas si telle semaine c'est telle personne qui doit le faire et puis la semaine suivante ça change, etc. Ici, tout le monde aura une charge durant l'année et ça ne changera pas en fait. Donc on aura celui qui aura la charge en septembre, il aura déjà fait sa charge pour l'année et ce sera au suivant de prendre le relais après. Donc voilà, puisque j'ai pris 24 cases, donc normalement tout le monde devrait y passer une fois. Ensuite, nous avons ici l'aide aux absents. Ça aussi, c'est un point à définir en début d'année. Comment est-ce qu'on va aider les élèves qui sont absents à se remettre en ordre? C'est important d'avoir un système d'entraide, je trouve, et savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que les élèves ne soient pas largués et puissent continuer à suivre les cours de manière optimale quand ils ont été malades. Donc c'est savoir comment est-ce qu'on va mettre ça en place, qu'est-ce qu'on va mettre en place, est-ce qu'on met des duos, est-ce qu'on fait une farde d'absents, qui va la garder, etc. etc. Donc ça c'est à décider ensemble en début d'année. Et donc j'ai déjà prévu, vous voyez, un espace pour pouvoir prendre note de tout ça avant de l'afficher en classe. Alors, organisation d'activités. Quand on est titulaire, on organise très souvent des activités en dehors des cours ou pendant les cours, par exemple des auberges espagnoles, des sorties, etc. Et donc ici, je suis quasiment certaine qu'ils vont me demander d'aller sur la foire au mois d'octobre. Et donc du coup, j'ai déjà prévu l'encart sortie sur la foire, quelle date, de quelle heure à quelle heure, et qui compte venir, et surtout quel budget est-ce qu'on fixe. Parce que si on va sur la foire et que certaines prennent plus que d'autres, ça peut poser problème. Donc on fixe un budget maximum au moment où on décide de ça en classe pour que je puisse rédiger la lettre aux parents. Donc voilà. Hop, voilà. Ensuite, voilà cette fameuse vérification des journaux de classe. Donc nous sommes tenus de vérifier le journal de classe qui est un document officiel et qui doit reprendre les différents éléments vus durant l'année. Et donc cette année-ci, j'ai décidé de le faire tous les mois, à la fin de chaque mois. Et pour ceux qui ne sont pas en ordre, du coup j'ai un code, voilà, j'ai une petite légende et je me suis dit que j'allais faire un code. Et donc du coup ça me permet aussi de savoir, d'avoir un suivi, de savoir quel élève est en ordre, quel élève n'est pas en ordre, est-ce que je dois encore vérifier le mois précédent ou pas, le nombre de notes qui n'a pas été signé, etc., etc., etc. Donc voilà. Alors, comme tout bon titulaire, nous avons la tombola pour l'école à gérer. Donc du coup, ici j'ai l'organisation avec les billets demandés et donnés, avec les noms des élèves. Et là, je pourrais inscrire les dates auxquelles je vais commencer à donner les billets. Et de l'autre côté de la feuille, j'ai exactement la même liste avec argent récolté. Voilà. Ce qui me permet d'avoir les comptes et de tenir ça à jour. Qu'est-ce que j'ai donné, combien de billets est-ce que j'ai donné à qui, et surtout qui m'a déjà donné des sous ou pas encore. Donc voilà. Ensuite, nous avons une page de coordonnées des parents que j'ai choisi d'imprimer en recto verso. Et puis, on a les petites fiches de suivi des élèves avec leurs points forts, le domaine d'amélioration, les compétences sociales, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils se comportent au sein du groupe, et leur degré d'autonomie. Ça, je compte vraiment dessus pour les élèves qui sont en difficulté et qui en fait viennent me voir en réunion de parents avec leurs parents. C'est beaucoup plus simple d'avoir quelques éléments à dire déjà pour démarrer sur quelque chose. Et enfin, ma dernière partie du carnet s'appelle notes, avec des notes en tout genre. Donc par exemple, moi je fais partie de l'animation pastorale, donc j'ai un encart animation pastorale, j'ai une note pour les réunions parents, des notes pour le travail par discipline, quand on prend des décisions en équipe ou quand on fait du travail tous ensemble, comme ça on a une trace pour les PV. On a aussi des projets Agenda 21 à l'école, donc tout ce qui tourne autour du développement durable, avec quelques idées pour cette année-ci. Et une dernière partie avec les demandes et les questions d'élèves, quand un élève me demande quelques informations supplémentaires et que je n'ai pas la réponse sous les yeux ou avec moi, je dis que je cherche pour la prochaine fois, et puis on en reparle rarement en fin de compte. Et donc là, je peux consigner
ces demandes et pouvoir y répondre aussi par écrit. Et puis après, je peux expliquer ça en classe. Donc cette année-ci, résolution, je répondrai à toutes les questions de mes élèves. Voilà. Donc ça, c'est juste des petites feuilles de prépa pour les séquences en cours. Et ma dernière partie qui n'est pas nommée sert simplement de réserve de feuilles de notes, vous voyez. Et j'ai choisi aussi avec les chutes de la couverture de la feuille A2, j'ai fait un petit marque-page en fait. Donc j'ai perforé dans ce sens-ci pour pouvoir le cacher complètement. Et puis si jamais j'ai besoin de marquer une page, hop, je le retourne. Et hop, voilà. Voilà par exemple. Et donc comme ça, quand je replie mon carnet, j'ai un marque-page qui est déjà mis dedans. Et enfin, toujours utile, hop, voilà, des petites pochettes plastiques qui sont déjà perforées, qui sont donc de la marque Atoma. Je n'en ai pas trouvé d'autres marques avec 11 trous. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup de choix cette année-ci quant à l'achat de mes feuilles de bloc. J'ai dû prendre des Atoma. Et d'ailleurs, si quelqu'un de chez Atoma passe par là, laissez-moi vous dire que la qualité des feuilles est quand même pas terrible. Pour des blocs qui coûtent aussi cher, je trouve que la qualité de l'encre pourrait être quand même meilleure. Mais bon, voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si vous avez envie de réutiliser certaines parties de ce que moi j'utilise dans mon journal de bord, je vous mets tous les liens en barre d'infos vers mon Google Drive. Vous pouvez télécharger les fichiers Word, les fichiers PDF. Et donc vous pouvez les aménager comme bon vous semble, c'est vous qui décidez, vous êtes maître de votre organisation, c'est vous les chefs. Et donc voilà, en attendant, j'espère que ça vous aura vraiment été utile, que ça vous aura donné des idées. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!